Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire, spécial Salon du livre de Paris avec Amélie Boivin-Anfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, j'ai le grand plaisir de vous présenter mon émission spéciale du Salon du livre de Paris. Salon du livre qui s'est tenu du 20 au 24 mars dernier et lors de ce salon, j'ai eu la chance de m'entretenir avec des auteurs canadiens qui y étaient et je vais commencer l'émission avec l'auteure Marie-Hélène Poitras qui a reçu en ouverture du Salon du livre de Paris le prix France-Québec pour son plus récent roman Griffintown et je lui ai demandé comment elle se sentait d'avoir reçu ce prix. C'est aussi pour moi le couronnement d'une tournée de 2 semaines et demie à travers la France. Quand on reçoit ce prix-là, on se promène dans les bibliothèques, les médiathèques, on rencontre les élèves un peu partout et vraiment on fait de la route là. C'est à peu près 3000 kilomètres qu'on a fait. On est parti de Cambrai au nord et puis on est descendu au sud complètement dans la portion ouest jusqu'à Astafort. Donc pour moi, c'était une expérience vraiment intense où j'ai été comme super bien reçue partout où je passais. Les gens sont très curieux aussi de notre littérature dans les associations France-Québec où on passe. Les gens sont intéressés, sont intrigués. C'est particulier aussi, il y a des lycées où les jeunes ont lu des extraits de mon roman avec leur petit accent français. Donc c'est vraiment touchant de vivre ça. Et puis là, je suis au bout de la tournée, donc un peu cernée, mais en même temps enivrée par tout ce qui s'est passé. Et le livre qui est disponible depuis le début mars, ici en France? Oui, c'est ça. Donc, le livre, il a été publié en France dès mon arrivée. Moi, je suis arrivée le 5 et le 6, il est paru dans les librairies. Et puis, c'est chez Phébus. Donc, j'ai mon éditeur français pour le marché ici. Et puis, à travers mon périple, j'ai eu l'occasion d'aller dans certaines librairies. Puis, je l'ai vu, il était là sur la table. Donc, ça aussi, c'est vraiment très, très agréable pour moi. Et c'est venu avec une bourse de 5 000 $? Oui, c'est une bourse de 5 000 €. Et pour moi, cette bourse-là, c'est comme du temps d'écriture qu'on m'offre. Ça me permet de dire, OK, pendant quelques mois, je vais pouvoir vraiment me poser, me concentrer sur mon travail et puis avancer plus vite que d'habitude. Donc, quand même, tu sais, c'est pas rien. Et Griffintown sera disponible bientôt en anglais? Oui, on m'a dit que c'était au mois de juin. Donc, chez Cormorant, mon éditeur qui est à Toronto. Et c'est Sheila Fishman qui a traduit le bouquin. Et pour moi, c'était impressionnant parce qu'elle a traduit plein d'auteurs québécois que j'adore, Anne Hébert, Jacques Poulain, Michel Tremblay, tout ça. Et donc, elle, parfois, elle s'intéresse à un roman québécois et elle appelle des éditeurs qu'elle connaît et elle leur dit si tu veux publier ce livre-là, moi, je le traduirai. C'est ça qui s'est passé avec Griffintown. Et puis là, on vient juste de déterminer la couverture du livre. Et puis, ça va être un cheval qui a la tête sous la patte. Et puis, c'est comme un zoom sur la tête de ce cheval blanc qui peut rappeler mon personnage de Mignonne. Donc, ça va être ça qui va paraître dans quelques mois, pardon. Et les droits d'adaptation ont aussi été achetés par Attraction? Oui, il y a une option sur l'adaptation cinématographique du roman qui a été acquise c'est l'été dernier. Ça, c'est sûr que c'est emballant, mais en même temps, il y a plusieurs étapes avant de se rendre au film. Donc, moi, je touche du bois en ce moment même, pendant que je te parle, et je prie ma bonne étoile pour qu'on puisse développer le scénario. Et ceci dit, c'est peut-être pas moi qui va l'écrire. C'est quand même un genre d'écriture assez particulier, le scénario, avec des contraintes, tout ça. Et ça doit être étrange de réécrire son histoire quelques années plus tard. En tout cas, moi, si on me le propose, ça peut m'intéresser, mais contrairement à beaucoup d'auteurs, j'y tiens pas absolument. Je suis pressentie pour être plutôt une conseillère à l'écriture, donc pour s'assurer que tout le milieu des cochers est représenté de façon réaliste à travers l'adaptation. Et donc, on verra, mais c'est une grosse machine, le cinéma. C'est pas comme quand tu trouves ton éditeur, que tu as le manuscrit, qu'on travaille le manuscrit, puis ça y est, il sort un an plus tard. Donc là, je sais que c'est une grosse bébite, et puis moi, je connais pas ce monde-là. Alors, j'attends de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura une suite à Griffintown? Écoute, je sais pas quoi te dire parce que chaque fois que j'ai ces temps-ci, j'ai comme plein de flashs pour plusieurs romans. Et au début, je me disais, je pourrais peut-être aussi écrire sur l'histoire des jockeys puis de l'hippodrome. Puis je voyais presque une sorte de trilogie même. Après, je voulais mettre en scène des personnages de grands cavaliers et tout ça. Et puis là, je suis comme happée par autre chose. Puis ça se peut que je change d'idée de toute manière dans 2 mois. Donc pour le moment, c'est encore un peu flou. Mais j'ai fait des nouvelles entre-temps. J'étais pas prête à me lancer tout à fait dans un roman, puis j'avais le goût d'écrire. Donc je suis retournée à ce genre-là que j'affectionne particulièrement.
Il y a une de mes nouvelles qui va paraître dans un recueil érotique dirigé par Stéphane Dompierre chez Québec Amérique en septembre. Et puis l'autre, c'est un essai, en fait, qui va paraître au Cartanier en septembre aussi, donc à l'automne. Et puis j'avais jamais écrit d'essai comme ça, puis je me suis intéressée à tout le lien que j'ai développé entre... en fait, c'est que je monte à cheval comme j'écris. Et puis, j'ai exploré cette idée-là à travers un essai équestre. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Samedi de lire, spécial Salon du livre de Paris avec Amélie Boivin-Anfield. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de l'auteur Martine Noël Mott. Vous êtes originaire de Rouyn-Noranda, mais vous habitez en Saskatchewan depuis 1993. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené en Saskatchewan? Le travail et la curiosité. Et je suis restée par amour de la Saskatchewan, parce que je suis vraiment tombée en amour avec les prairies. J'ai eu l'impression d'arriver à la maison quand j'ai découvert les prairies. Et ensuite, j'ai rencontré un homme qui... l'amour tout court, en fait. Et comment est entrée l'écriture dans votre vie? Le désir d'écriture est quelque chose que j'ai toujours eu. J'étais toute petite avant même de savoir lire et écrire. Je disais à mes parents que j'écrivais des livres et ma mère disait « Tu dois apprendre à lire d'abord ». Et pour moi, elle comprenait pas. Je voulais pas lire, je voulais écrire. Et donc, j'ai fait des études littéraires à l'Université de Montréal. Et c'est quand je suis arrivée en Saskatchewan, quand j'ai découvert la vallée-Qu'Appelle, les prairies, c'est là que ce désir-là a ressurgi en moi. Et je pense que l'effet de l'éloignement, de la famille, des amis, du Québec, l'isolement linguistique, culturel, a fait que je me suis pas repliée sur moi-même, mais je suis vraiment allée chercher la passion qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et je voudrais vous demander, comment c'est justement d'être une auteure dans une province qui est anglophone et quand on est francophone et qu'on écrit en français? Moi, je dis toujours que le fait que j'écrive en français, même si je pourrais le faire en anglais, c'est ma forme de résistance. Quand j'ai commencé à écrire, mon premier roman a été publié il y a 10 ans, ce mois-ci. Et à ce moment-là, j'étais seule, j'étais vraiment isolée parce que je connaissais aucun autre auteur francophone en Saskatchewan. Et 10 ans plus tard, je suis la mentor du Cercle des écrivains d'Origina. Donc, on a 6 membres, donc c'est quand même un assez gros groupe. Et fait exceptionnel, le groupe existe depuis 5 ans. Et cette année, 5 des 6 membres publient. Alors, et je parle de publier aux éditions David d'Ottawa, aux éditions des Plaines de Winnipeg, chez Brûlé à Montréal, moi chez Urtubise et Isatis cette année encore. Alors, il y a eu vraiment une éclosion ces dernières années d'auteurs francophones. Il y a aussi beaucoup de dramaturges, plutôt à Saskatoon. Nous, à Regina, on est plutôt dans le roman, là. Et vous avez lancé dernièrement un roman jeunesse, Le 13e souhait. J'aimerais ça qu'on en parle. C'est basé sur une histoire vraie qui s'est passée en 1922. Oui, Le 13e souhait, on l'a lancé, il est tout chaud. Il est sorti la semaine dernière à Regina. Le 13e souhait, donc, fait partie d'une collection qui s'appelle Escapade. Et Escapade avec un grand SK pour Saskatchewan. C'est le 10e numéro de cette collection-là qui a été lancé en 2007. Et la particularité de cette collection est que tous les livres sont le fruit d'ateliers d'écriture qui ont été menés avec des élèves francophones à Saskatchewan ou des élèves d'immersion. Alors, dans le cas du 13e souhait, j'ai travaillé avec un groupe de 34 élèves de 5e année en immersion. Et moi, j'arrive dans la classe les mains vides. C'est vraiment une carte blanche. Alors, je parle avec les élèves de ce qu'ils aiment lire, de ce qu'ils aimeraient écrire, et c'est eux qui choisissent de A à Z, donc toute la structure de base de l'histoire. Moi, ensuite, je pars avec ce que j'appelle mon filet de pêche, donc tout se tient, mais il y a des grands trous, et je dois en faire une belle tapisserie. Donc là, c'est mon travail. Donc, je commence comme animatrice, et ensuite, c'est l'auteur qui prend le dessus. Et tous ces romans-là, moi, j'en ai publié 5 dans cette collection, se passent tous en Saskatchewan. Alors, c'est un désir de l'éditeur d'offrir aux jeunes de l'Ouest du matériel de lecture dans lequel ils peuvent se reconnaître. Alors, des histoires qui se déroulent à Moose Jaw, à Spiritwood. Le 13e souhait se déroule dans une petite ville qui s'appelle Bienfait. Et lorsque j'ai arrêté mon choix sur la ville de Bienfait, c'est que les élèves voulaient qu'il y ait une histoire de meurtre,
et c'était le meurtre d'une personne qui était peut-être un peu criminelle, mais qui avait fait des bonnes choses dans sa vie. Alors, en faisant de la recherche, en fouillant dans l'histoire de la Saskatchewan, j'ai découvert le meurtre d'un homme qui s'appelle Paul Matoff, qui était le beau-frère des Bronfman. Les Bronfman qui ont fait fortune dans la distillerie. Ils étaient très impliqués dans la contrebande d'alcool pendant la Prohibition en Saskatchewan de 1915 à 1925. Et il était marié à l'une des sœurs Bronfman et il a été assassiné dans la gare du petit village de Bienfait. Et cette gare-là existe toujours. Maintenant, elle a été transformée en musée. Alors, le fun que j'ai eu de faire la recherche et je suis parvenue donc à intégrer cette histoire-là. Le meurtre n'a jamais été résolu. Donc, c'est arrivé en 1922. Et dans mon histoire, le personnage principal a 9 ans et elle est incapable d'accepter le fait qu'on ne puisse pas changer le passé. Et elle va réussir, grâce à un collier magique, à retourner dans le passé et à peut-être le changer. Il faut lire le roman. Et c'est ça. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Samedi de lire, spécial Salon du livre de Paris avec Amélie Boivin-Anfield. J'ai eu la chance de parler avec Prisca Poirier, qui est l'auteur de la série Jeunesse, le royaume de Lénacie. Je lui ai demandé de me parler de cette série. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Marguerite, qui a 14 ans, et qui va découvrir à cet âge-là qu'elle n'est pas seulement humaine, comme elle pensait, elle est également sirène. Alors, elle va prendre la décision de descendre dans l'océan Atlantique, elle va découvrir ce monde-là. Elle va découvrir par la même occasion qu'elle a un frère jumeau. Et ensemble, parce qu'ils vont très bien s'entendre, ils vont décider de participer à des épreuves. Et ce sont des épreuves qui ont pour but de trouver les nouveaux souverains du royaume. Parce que dans ce monde, c'est toujours un frère et une sœur qui règnent ensemble. Alors, ils sont 6 couples de jumeaux entrés en compétition. Plus que ça, je te vends des punchs. C'est un livre d'action, c'est un livre d'aventure. Et j'aimerais te demander où est venue l'idée, justement, d'écrire cette série de livres-là? Mais il y a personne qui l'avait jamais fait. Alors, des histoires de sirènes, on connaît, mais le monde des sirènes, c'est un univers qui a été très peu traité et moi, je trouvais ça fantastique. Alors, je me suis mis à réfléchir à ce monde-là et tranquillement, pas vite, l'histoire sur quelques années a germé, a pris de plus en plus possession de mon esprit, en fait, et j'ai décidé de l'écrire. Je pense que j'aurais regretté de ne pas l'avoir fait. Et c'est une de mes peurs dans la vie, de regretter quelque chose. Alors, j'essaie de faire en sorte que ça n'arrive pas. Il y a 5 tomes du royaume de Lénacie. Est-ce qu'il y en aura plusieurs ou ça se termine avec le 5e? Parce que moi, j'ai juste lu le premier, là. Ça se termine avec le 5e. En fait, l'histoire de base, qui est qui va régner sur le royaume de Lénacie, se termine dans le 4e tome. Et le 5e, on est 8 ans plus tard. Alors, c'est comme déjà une suite. Et c'est vraiment le dernier tome de cette série-là. Est-ce qu'il y en aura une autre dans quelques années? Je le sais pas. Faut vraiment que les personnages vieillissent en ce moment dans ma tête. Et je pense que plus de 5 tomes, j'aurais... Là, c'est 5 tomes vraiment différents, avec des actions complètement différentes d'un tome à l'autre. Le 6e tome, j'aurais eu peur d'étirer un peu trop, que ce soit redondant à un moment donné. Alors, j'ai vraiment choisi d'arrêter au 5e tome. Et depuis 2 ans, il y a une nouvelle histoire qui faisait sa place tranquillement dans ma tête. Et j'avais tellement hâte de l'écrire que quand j'ai terminé Lénacie, j'ai tout de suite embarqué dans l'histoire de Benjamin Masca, qui est Seconde Terre, ma nouvelle série. Nouvelle série qui vient de sortir au Québec. Oui, alors le premier tome est sorti en février. Le deuxième devrait sortir pour le Salon du livre de Montréal au mois de novembre. Alors, ou en octobre ou en novembre, c'est pas encore, la date est pas officielle encore. Mais oui, c'est une histoire de science-fiction. On change d'univers. Moi, j'ai 3 garçons dans la vie. Alors, ça fait des années que je vis avec des vaisseaux spatiaux et des épées laser et tranquillement, pas vite, l'histoire de Benjamin qui vit en 2162, en fait, a fait son chemin dans ma tête. Et tes garçons, comment ils trouvent ça d'avoir une maman qui écrit de la science-fiction maintenant? Je pense qu'ils sont très fiers. Ils sont surtout impressionnés en ce moment par la vedette, en fait, là, de la maman qui se promène dans les magasins, dans les villes et qui se fait arrêter régulièrement, où on entend « Ah, c'est Prisca Poirier ». Et ça, ils trouvent ça très, très drôle de voir à l'école les autres élèves qui lisent mes livres, alors que pour eux, c'est tout à fait normal et ordinaire. Je suis que leur maman. Alors, ils commencent à lire mes livres qui étaient trop gros auparavant pour eux. Et là, ils me font des suggestions maintenant, oui. Ils me disent comment je dois continuer mes histoires. Et tu fais beaucoup de rencontres scolaires aussi?
Je visite une centaine d'écoles par année, avec 2 ou 3 conférences dans chacune des écoles. Alors, c'est vraiment, c'est en complément de mon métier d'écrivain. Moi, à la base, je suis enseignante et j'aurais difficilement pu laisser complètement l'enseignement. C'est vraiment une passion. Ça me fait vivre autant que l'écriture et pas seulement monétairement, vraiment à l'intérieur de moi. J'adore rencontrer les jeunes, j'adore leur transmettre ma passion pour l'écriture, pour la lecture, voir leurs yeux s'allumer, briller, c'est fantastique, ça me nourrit en fait. En période d'écriture, est-ce que tu te donnes le temps de lire? En période d'écriture, je ne lis pas parce que je me suis rendu compte un jour que mon écriture était teintée par la façon d'écrire de l'auteur que je lisais. Et c'est pas les idées, c'est vraiment la façon de construire les phrases, la façon de décrire un personnage. Alors quand j'écris, je ne lis vraiment pas. Et en période de révision, par contre, je peux lire sans problème. Et présentement, je suis en période de révision. Et entre 2 romans aussi, je lis sans problème parce que là, mon histoire, elle est écrite et je travaille sur ce que moi, j'ai déjà écrit. Alors, je me laisse pas influencer dans ces temps-là. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Samedi de lire, spécial Salon du livre de Paris avec Amélie Boivin-Anfield. Présentement en compagnie d'Antoine Ouellette. Antoine, on se trouve au Salon du livre de Paris. Vous êtes venu présenter 2 de vos ouvrages. Le premier, Le chant des oiseaux. Oui, le premier, Le chant des oiseaux, qui est malheureusement absent du salon, ce que j'ai vu ce matin. Mais le deuxième est tout présent, musique autiste, vivre et composer avec le syndrome d'Asperger. D'ailleurs, c'est le livre qui me fait beaucoup voyager depuis 2 ans. Alors. Et vous avez été diagnostiqué Asperger sur le tard. Oui, moi, c'était à 47 ans, en 2007. On m'a dit qu'être enfant, aujourd'hui, j'aurais un diagnostic à 5-6 ans, peut-être 4 ans, même parce qu'on est vite sur la gâchette maintenant pour diagnostiquer les gens, en autisme et en tout. Donc moi, à l'époque, dans les années 60, l'autisme était très peu connu. En tout cas, on n'en parlait vraiment pas beaucoup. Il y avait très peu d'experts au Québec. Et puis, syndrome d'Asperger a été défini dans les années 90. Moi, j'avais 30 ans. Alors je suis passé à travers tout ça. Puis, j'ai fait mon petit chemin sans savoir. Et je lisais en préparant l'entrevue que vous étiez content d'avoir eu le diagnostic sur le tard. Est-ce qu'il y a une raison? Ben, la raison, c'est que, oui, à 47 ans, quand on se fait diagnostiquer presque par accident, disons, c'est intéressant. Ça a été, pour moi, c'était un outil de meilleure compréhension de soi, puis du monde, des autres. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est la dureté du discours sur l'autisme. Quand on lit, c'est toujours des problèmes, des déficits, des anomalies, des lésions, etc., tous les termes terribles. Et on traite ça vraiment comme une pathologie, presque une psychopathologie, etc. Mais le discours écrit et souvent dit, les conférences, c'est tellement difficile. Je me dis, pour un jeune aujourd'hui, un ado qui reçoit ça, ça doit être un poids vraiment très lourd à porter. Et pour les parents, moi je rencontre vraiment beaucoup de parents extrêmement anxieux, très inquiets pour leur enfant, qui militent pour des services et tout ça. Moi, je fais partie de la génération des autistes un peu dérangeants dans le portrait parce des services, il n'y en avait pas. Fait que, voilà. Mais je trouve que pour les jeunes, ça peut être très lourd à porter. Mais est-ce qu'il y a des avantages à être Asperger? Ben moi, j'essaie de mettre ça, de présenter les choses positives aussi, parce que c'est sûr que on est une petite minorité, 1%, peut-être 2-3% de la population qui est autiste. Donc on est une petite minorité, on a du stress adaptatif constant pour vivre dans ce monde qui est pas nécessairement le nôtre. Mais par contre, oui, il y a des avantages, en tout cas pas des avantages, mais disons des intérêts. On a une contribution à apporter, on a un regard original à poser sur les choses, puis je trouve que ça nous prend, oui, je le dis. Et comment vous en êtes venu à vouloir écrire un ouvrage justement sur l'autisme? Ben moi, c'est vraiment en réaction au discours dominant sur l'autisme.
j'ai trouvé que c'était tellement tout noir que je dis je vais rétablir, je vais équilibrer les choses pour rendre ça plus réaliste, tout simplement, parce que en tout cas, je parle pour moi, j'ai pas de souffrance, puis j'ai pas eu de souffrance du fait d'être autiste. Bon, j'ai vécu de l'intimidation au secondaire, des choses comme ça, mais c'est pas un état qui est à proprement parler souffrant. C'est souvent le regard des autres qui peut entraîner des problèmes. Mais je voulais rétablir les choses pour un peu rassurer les parents, parce qu'il y a des personnes autistes qui font de tout dans la vie. Je connais un médecin même qui l'est, des gens en création multimédia, des poètes, des écrivains, des artistes, des philosophes. Mon Dieu, je connais. Alors c'est pas une limitation à proprement parler. Après ça, ça dépend de l'histoire de vie des personnes. Il y en a qui l'ont plus difficile de ce côté-là, qui vivent des choses difficiles. Mais bon, en soi, il faudrait voir ça de manière un peu plus sereine, là, le fait d'être autiste. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Samedi de lire, spéciale Salon du livre de Paris avec Amélie Boivin-Anfield. J'ai eu la chance de rencontrer Louise Portal, l'écrivaine. On a parlé de son tout premier roman, Jeanne Janvier, qui a été publié en 1981. Oui, c'était le récit de mon journal, au fond, le journal que j'ai écrit de 18 à 28 ans, qui a été réédité d'ailleurs en 2010 sous le nom de Souvenirs d'amour, le journal de mes 20 ans. Et puis, il va se passer presque 20 ans avant que je publie à nouveau L'Enchanté aux éditions Québec-Amérique. Et depuis, ça n'a jamais cessé. Et dernièrement, vous avez publié le dernier de la trilogie de Cap au renard. Oui, le 3e tome qui porte le titre de Les Sœurs du Cap. Alors ça a été tout un voyage pour moi d'écriture parce que j'ai commencé, j'ai publié Cap au renard en 2002. Ça a été un succès en librairie, finissante pour le prix Archambault. Et mon directeur littéraire me disait toujours, la Gaspésie a pas fini de t'inspirer, mais moi, j'avais pas du tout l'idée d'écrire une trilogie, non, loin de là. Puis finalement, la vie, les personnages de mon roman m'ont fait signe. Un jour, je suis arrivée au château La Montagne à Sainte-Anne-des-Monts, en Haute-Gaspésie, et j'ai visité la rénovation du château. Et tout à coup, je suis arrivée dans la salle à manger, et vraiment, mon imagination a vu Muriel assise là, qui contemplait le tableau sur le mur qui finit en fait le tome 1 de ma trilogie. Et j'y ai vu là le signe sans équivoque qu'il fallait que je poursuive. Et c'est là qu'a commencé l'écriture de La Promeneuse du Cap. Et encore un autre événement quelques années plus tard m'a fait enchaîner avec Les Sœurs du Cap. Alors je suis très heureuse d'avoir complété ça parce que moi je suis habituée de faire des films, hein? Et quand un film est terminé, c'est terminé. Et quand un livre, pour moi, est terminé, j'ai pas l'idée de vivre encore pendant 8 ans avec les mêmes personnages. Et c'est ce qui s'est passé avec ma trilogie gaspésienne. Mais là, je crois que chacun des personnages est arrivé à sa complétude, à sa rémission, à sa rédemption et au pardon. Aimeriez-vous que ce soit un film? Moi, mon rêve, là, la trilogie est déposée chez un producteur. Je verrais plus une série télé parce que on part dans les années 60 et on va jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un personnage qui traverse plusieurs... En fait, c'est un personnage qui a mon âge. Donc, c'est sûr que j'ai envie d'incarner Muriel et elle traverse plein de choses de sa vie, dans sa vie. Et elle commence comme barmaid dans un petit bar en Gaspésie, puis elle va finir, elle revient en Gaspésie, mais avec le crâne rasé, un renard roux argenté autour du cou, et c'est un personnage fabuleux, extraordinaire, que j'aimerais beaucoup incarner. Alors, on sait jamais. Le producteur m'a dit, écoute, on va tout faire pour que ça soit un incontournable, mais bon... Je pense qu'il y a un destin là-dedans. Puis c'est sûr que mon grand rêve, moi, à 64 ans, après 45 ans de carrière, ce serait qu'un de mes romans soit à l'écran. Ça serait pour moi, puis de jouer un personnage d'un de mes romans, ce serait vraiment comme le cadeau ultime avant que je quitte ce monde. Et Muriel, est-ce qu'elle vous ressemble?
Muriel, non, c'est un personnage fictif, mais j'ai prêté à Muriel beaucoup d'aspects de ma personnalité, c'est-à-dire que sa quête de vérité, sa quête de pardon, on l'a tous un peu à l'intérieur de soi. Elle a une façon de regarder la vie qui me ressemble à mesure qu'elle avance dans sa guérison. Mais au départ, c'est pas du tout moi, là. Au départ, c'est une femme qui part avec des musiciens, à prendre de la cocaïne. Moi, c'est absolument pas mon cas, mais j'ai déjà vécu avec un musicien. Elle a eu 2 jumelles, dont une est morte à la naissance et l'autre s'est suicidée. Moi, je suis une jumelle. C'est un thème récurrent dans plusieurs de mes ouvrages. Et je dirais que peut-être les Sœurs du Cap, il y a quelque chose, beaucoup de moi, de ma sœur jumelle décédée. C'est sûr que c'est monté dans l'écriture des Sœurs du Cap, oui. Et le 3e de la trilogie a été dédié justement à votre défunte sœur? Oui, je l'ai dédié à Pauline. Mon premier roman, L'Enchantée, était dédié à Pauline. Et puis, Les Sœurs du Cap, ça lui est dédié parce que c'est la rédemption En fait, c'est deux sœurs d'itinérance qui traversent la Gaspésie et Muriel va les recueillir chez elle. Et c'est sûr qu'en cours d'écriture, il y a des aspects de ma personnalité qui transparaissaient dans Marie-Fièvre et des aspects de Pauline qui transparaissaient dans Marée douce, qui est aux prises avec une espèce de gourou qu'elle va rencontrer sur sa route. Alors, c'est pas du tout ce qui est arrivé à Pauline, mais Pauline était une personnalité peut-être plus vulnérable, Et moi, j'ai prêté des vraies chansons que j'ai écrites et que j'ai chantées. Je les ai prêtées au personnage de Marie-Fièvre. Parce que Marie-Fièvre, sa rage intérieure ne se traduit que par l'écriture de chansons. Alors, c'est comme ça qu'on écrit des romans, mais dans lesquels, en filigrane, on retrouve beaucoup de choses de sa vie. Mais c'est très mystérieux, l'écriture. On écrit, on sait pas d'où ça vient, puis tout à coup, ça monte. Et comme dans Cap au renard, il y a un peintre, un personnage qui est un peintre là-dedans, qui vit dans le moulin désaffecté. Il s'appelle Michel et quand c'est monté, c'était un ami que j'ai eu à Chicoutimi qui était peintre, qui s'est suicidé. Il s'appelait Michel. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que tu t'en viens faire dans mon roman, toi? Mais c'est comme s'il était venu frapper à la porte de mon cœur, puis il avait envie de renaître sous ma plume, alors je l'ai laissé vivre. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Samedi de lire, spécial Salon du livre de Paris avec Amélie Boivin-Anfield. J'ai rencontré l'auteure jeunesse Angèle Delaunoy qui a écrit tout près de 80 livres de tous les types de jeunesse. J'ai écrit des documentaires, des petits romans, des gros romans, des nouvelles, des livres de jeux, de la poésie, donc je fais un petit peu le tour du jardin. Et ce qui vous a amené à écrire, c'est à la naissance de votre fille que vous avez commencé à écrire davantage? Ça a été le phénomène déclencheur parce qu'à ce moment-là, j'avais un peu plus de temps qu'avant. Mais auparavant, j'avais eu une autre vie, une vie de professeur de français. Donc, j'ai toujours été attirée par les mots. Et vous avez travaillé longtemps dans des maisons d'édition? Oui, j'ai commencé ma carrière comme directrice littéraire chez Héritage, qui est devenu par la suite Dominique et compagnie. Et ensuite, j'ai dirigé pendant 6 ans les éditions Pierre Tisser, dont j'étais l'éditrice jeunesse, qui faisait surtout des romans, des livres assez denses. Et en 2003, j'ai fondé ma propre maison d'édition qui s'appelle les éditions de Lisatis. Et voilà, alors maintenant je fais uniquement ce que je veux. Et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir créer votre propre maison d'édition? Parce que je m'apercevais que sur le marché, il y avait peut-être des choses qui manquaient. Je voulais aller peut-être davantage vers les créneaux plus jeunes. J'aime bien le documentaire, donc je me rendais compte que le documentaire était assez négligé. Et ça s'explique parce que le documentaire, c'est complexe à faire et c'est assez cher aussi. Et je voulais faire de l'album. Alors l'album, ça rejoignait tout à fait mes 2 amours, c'est-à-dire les mots et les formes et les couleurs, puisque j'ai fait des études en art plastique. J'ai fait un bac en art plastique. Donc ça me tentait beaucoup de faire de l'album. Alors, c'est pour ça que je me suis embarquée là-dedans. Et pourquoi vouloir écrire pour les enfants?
Je ne sais pas trop. Je pense que c'est la profession qui m'a choisi plus que je l'ai choisi moi-même. Ça s'est passé d'une drôle de façon. Quand je suis arrivée à Montréal à la fin des années, des années 80, au milieu des années 80, auparavant j'habitais Trois-Rivières, j'ai travaillé pour une association de consommateurs qui publiait dans 50 millions de consommateurs en France et également dans Protégez-vous, Protect Yourself, qui publiait un guide sur les livres dont j'étais un peu la directrice. Ce qui fait que je recevais tout ce qui était publié, je le recevais en service de presse et je le lisais. Alors je lisais bon an mal an 300 ou 400 livres par année. Et au bout d'un certain temps, je me disais mais pourquoi je serais pas capable de le faire moi à peu près. Alors c'est ce que j'ai fait finalement. J'ai structuré un projet parce que je me rendais compte que des documentaires sur les animaux, il y en avait pas beaucoup qui étaient faits au Québec à ce moment-là. Donc j'ai structuré un projet que je suis allée porter à Monsieur Payette des éditions Héritage. Et Monsieur Payette a dit oui tout de suite. Je me suis pas rendu compte de la chance que j'ai eue à ce moment-là. Et m'a accueilli dans son équipe. J'ai commencé avec les oiseaux de chez nous, ensuite les mammifères de chez nous, les animaux du Grand Nord. Et ça s'est enchaîné comme ça. Il m'a demandé de diriger une collection de romans pour les adolescents. Voilà. Alors, une pierre après l'autre, j'ai finalement réussi à bâtir quelque chose. Et votre inspiration, vous la prenez où? Alors ça, c'est très très varié. La plupart du temps, c'est je pourrais dire des chocs électriques émotifs. Voyez-vous, par exemple, pour écrire La Clé, qui est un album sur les réfugiés politiques, ceux qui sont chassés de chez eux par la guerre, j'avais vu dans un entrefilet de journal, la presse, pour ne pas la nommer, que ces gens qui devaient partir très très vite de chez eux parce que leur pays avait perdu la guerre, finalement qui n'y pouvaient rien, ils emportaient leurs clés avec eux. Alors la clé devenait le symbole de tout ce qu'ils avaient perdu, de tout ce qu'ils espéraient retrouver et de tout ce qu'ils ne retrouveront jamais. Alors ça devient un symbole un peu de révolte. Donc c'est un peu ce genre de choc électrique qui me mène. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Samedi de lire, spécial Salon du livre de Paris avec Amélie Boivin-Anfield. Je suis présentement en compagnie de Catherine Leroux. Catherine, on se trouve au Salon du livre de Paris. On a appris en ouverture du Salon du livre que tu étais finaliste pour le prix France-Québec. Comment t'as perçu ça? J'étais très flattée, évidemment. C'est une belle occasion, d'autant plus qu'on est 3 finalistes, fait que j'ai l'impression de faire partie d'un petit cercle restreint et choyé. Puis ce qui va être intéressant, c'est que quand on est finaliste à ce prix-là, qu'on gagne ou pas, le livre, il est largement diffusé parce que c'est des lecteurs de partout en France qui vont voter. Fait qu'il y a un peu plus qu'une centaine de personnes qui vont lire dans des clubs de lecture, dans des bibliothèques municipales, des écoles aussi. C'est des lecteurs ordinaires qui vont voter, mais ça me fait plaisir de penser que le mur mitoyen, il est en vente à la Librairie du Québec, mais il n'y a pas vraiment d'occasion d'être diffusé encore en France. Fait que ça va le faire connaître, un peu partout. Tu l'as appris comment que tu étais finaliste? Je l'ai su un peu à l'avance. On sait toujours un peu à l'avance. Puis le processus est assez long parce que d'abord, il y a une pré-présélection. Ensuite, une présélection où on est 7. Puis là, ça a duré quelques mois. Puis finalement, le jury a déterminé les 3 derniers. Puis ça, je l'ai su il y a une couple de semaines. Antoine, mon éditeur, m'a téléphoné pour me le dire. J'étais très, très, très contente. Oui. Est-ce que tu l'as su que tu étais finaliste avant de venir, avant de savoir que tu venais au Salon du livre de Paris? Non, je l'ai su après. J'avais appliqué pour faire un des salons européens. J'ai su que je pourrais venir à Paris, qui était un peu mon premier choix, donc j'étais bien contente. Puis quand j'ai su que j'étais finaliste au prix France-Québec, j'ai trouvé que c'était comme un merveilleux addon. Les Français commencent tranquillement pas vite à te connaître parce que La Marche en forêt est disponible en France chez Carnet Nord. Oui, tout à fait. Et le mur mitoyen va être publié également en France l'an prochain. En fait, si ça va coïncider avec le moment où on va connaître le gagnant du prix, ça va être au printemps prochain, chez De Noël. Est-ce que ça va t'amener à venir faire une petite tournée ici en Europe, en France?
Pas nécessairement. Je pense que je vais continuer à essayer de fréquenter le salon puisque le Calque offre de généreuses bourses de déplacement pour ce genre d'événement-là. Évidemment, si je suis l'heureuse gagnante du prix France-Québec, mais là, ça vient avec une tournée. Donc, ça va être une belle coïncidence là aussi. Parlons-en du Murmitoyen, un roman choral avec 4 duos. Est-ce que tu peux un peu m'en parler? Oui, bien sûr. C'est un roman qui s'est construit vraiment sur le long terme, dans le sens que, puisque c'est sur 4 histoires, c'est 4 duos, comme tu disais, il y en a 3 qui sont tirés de faits divers, de faits réels dont j'ai entendu parler dans les médias. Et le premier, je pense que j'avais, ça doit faire presque 10 ans quand je l'ai ramassé ou collectionné, comme on dit. J'avais entendu parler de ça à la radio, ça m'avait marqué, puis je l'avais mis de côté dans un petit sac, si on veut. Puis je m'étais dit, je vais faire quelque chose avec ça un jour. Puis petit à petit, il y a d'autres histoires qui avaient des points en commun qui se sont ajoutés. Puis à un moment donné, ça s'est tissé. Puis quand j'étais prête à recommencer un deuxième roman après La marche en forêt, ben c'est comme ça que ça a commencé. Alors c'est des histoires de binômes, si on veut. Des histoires qui posent beaucoup la question de la filiation ou plutôt des liens familiaux. Est-ce que être une famille, c'est une question de biologie, de génétique? Est-ce qu'un test d'ADN peut nous dire qui est notre frère, qui est notre sœur, qui est notre mère? Ou est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est ce qu'on a vécu avec les gens, le soin qu'on a eu les uns pour les autres, l'histoire qu'on partage? Dans le cas d'un frère et d'une sœur, je dis souvent que c'est un frère ou une sœur, c'est la seule personne qui comprend exactement d'où on vient. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est important d'avoir vraiment des liens génétiques ou pas? C'est une question qui se pose avec beaucoup d'acuité, je trouve, parce qu'on voit de plus en plus d'adoptions et on voit de plus en plus de familles recomposées, de gens qui ont la même mère mais pas le même père, et c'est un peu un choix qu'on peut faire dans le fond, tu sais, qui fait partie de notre famille, sur qui on va s'appuyer. Et c'est un roman qui est vraiment très très bien ficelé. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps à écrire ce roman-là? Ça a pris pas tant de temps que ça à écrire. Le premier jet est arrivé assez vite. Ça a pris énormément de temps à retravailler. Puis les ficelles dont tu parles étaient pas toutes là dans la version originale. Dans mon idée, je voulais qu'il y ait des petits liens partout entre chaque personnage. J'étais pas certaine de pouvoir y arriver. Donc, dans le premier jet, j'ai laissé ça de côté. Puis là, en le retravaillant, en le relisant, j'ai vu des possibilités, j'ai vu des liens qui pouvaient se faire. Et là, j'ai tissé tranquillement entre chaque histoire, entre chaque personnage, ces fils-là. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Samedi de lire, spécial Salon du livre de Paris avec Amélie Boivin-Anfield. J'ai parlé avec l'auteure à succès Louise Tremblay-Deschamps. Je lui ai demandé comment la littérature est arrivée dans sa vie. Elle est entrée dans ma vie très tôt. À l'âge de 4 ans, j'ai appris à lire sur les genoux de ma mère et de ma grand-mère. C'est une époque où les familles étaient relativement nombreuses. J'ai été enfant unique pendant 8 ans. Je m'ennuyais par moments. Alors, c'est ma mère qui a décidé, regarde, je vais te montrer à lire. Quand on a un livre, on a un ami. Elle pouvait pas si bien dire. Alors, la littérature est entrée dans ma vie sous la forme de la lecture. Mais le côté imaginaire, c'est mon papa qui l'a développé parce que j'ai eu le privilège incroyable d'avoir un papa qui est un conteur né. Merveilleux conteur, et il inventait des histoires juste pour moi quand j'étais toute petite. Alors ces histoires-là, il y avait aucune image pour les soutenir, il y avait que celle que ma tête fabriquait, et je pense que pour moi, l'écriture et la lecture découlent d'une même passion. Et cette année, on célèbre vos 30 ans en tant qu'auteur. Comment vous vous sentez d'être rendu jusque-là? Heureuse, parce que même toute jeune, c'était comme un rêve de devenir écrivain. On est dans les années 60, 70. C'est pas encore vu comme un métier. Au Québec, en tout cas, bon, il y a Michel Tremblay. On a de ces grands auteurs, là, comme Gabriel Leroy et tout ça. Mais pour moi, c'était des dames qui étaient beaucoup plus associées à la littérature française que québécoise, bien que leurs histoires se passaient chez nous. Moi, je les associais plus à... Bon, puis je me disais, une petite Québécoise, on peut pas gagner sa vie avec ça. Et ça a été vraiment, moi, sur une espèce de coup de tête, à un moment donné, j'ai vu une annonce pour le prix Robert Clich. J'ai dit pourquoi pas, et c'est comme ça que ça a commencé. En 1983-84, qui va faire, 30 ans. Et finalement, je l'ai jamais présenté parce que les dates coïncidaient plus. Et c'est comme ça que la carrière a commencé tout doucement.
Et est-ce que c'est long pour vous écrire un roman? Parce qu'il faut le faire, vous êtes maman de 9 enfants. Alors, où vous trouviez le temps d'écrire? Au début, je me sentais coupable d'écrire parce que j'arrachais du temps au quotidien pour le faire. Là, pour moi, comme pour les autres, il y a juste 24 heures dans une journée. Puis j'ai besoin de dormir un petit peu à travers tout ça. Alors oui, effectivement, je me sentais coupable d'arracher ce temps-là un petit peu à la famille. Bon, maintenant, les enfants ne sont plus à la maison. Mon aîné a 42 ans, là. Alors, bon, ça fait un moment que les enfants sont morts. Il en reste une, 13 ans, d'un deuxième mariage. Elle part pour l'école le matin. Je m'installe pour le travail. Aujourd'hui, je le fais comme n'importe qui a une profession, qui a un métier. Mais bon, j'ai réussi à mener de front. Je pense que c'est une femme qui a dû inventer le système D. Alors, bon, on trouvait moyen de tout mettre en parallèle, en commun. Les enfants, quand ils ont vu que maman commençait à avoir un peu de succès, ben, ils étaient très fiers. Donc, c'était pas une corvée pour eux de me partager avec l'écriture par moment. Alors, on a réussi à faire cohabiter ça avec assez d'harmonie. Puis, aujourd'hui, ben, j'ai laissé le chiffre de nuit, comme on dit, et je travaille, bon, normalement de jour. Moi, écrire un roman, ça prend aux alentours de 4 mois. Mais c'est 4 mois intenses, c'est 8 à 9 heures par jour, 7 jours semaine. Tant que je suis pas arrivée à la fin, je suis pas capable de m'arrêter. Les personnages m'habitent, ils me poussent dans le dos, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. J'ai lu un livre de Stephen King, Écriture, puis je lisais ça, puis j'ai dit, oh, il fait comme moi, puis quand j'ai dit ça à mon mari, j'ai dit, je fais plutôt comme lui, mais bon, je pense que je suis pas la seule à à être vraiment habité par ces personnages, par l'histoire, avoir un pied, comme là, je suis dans les années 1920, j'ai un pied dans les années 20, puis j'ai un pied aujourd'hui, puis ma vie se promène d'une époque à l'autre, et j'ai hâte d'arriver à la fin, parce que je sais jamais ce qui va arriver. Alors moi aussi, j'ai hâte de savoir la suite. Le jour où je me dis, j'ai hâte d'arriver chez nous pour continuer à lire, puis là, je m'arrête, puis je dis, ben non, je peux pas lire, je l'ai pas écrit encore. Ça, pour moi, c'est bon signe, ça veut dire que je suis vraiment dedans. Puis je me laisse emporter par les personnages. Puis habituellement, c'est ces livres-là qui ont le plus de succès. Les gens se retrouvent dedans. L'inspiration, vous la prenez où? Je sais pas. Moi, c'est les personnages qui me parlent. Pour moi, le mot inspiration égale dialogue avec les personnages, écoute des personnages. J'ai vraiment cette sensation qu'ils sont là autour de moi, avec moi. Parfois, dans ma tête, je les entends. C'est comme un cinéma dans ma tête. C'est ça, l'inspiration pour moi. L'histoire se déroule entre mes deux oreilles. Puis, il me reste juste à bien l'articuler puis à la rendre en mots. C'est pas toujours facile de rendre les images avec des mots. Mais, bon, mon travail se joue à ce niveau-là. Mais l'inspiration, c'est vraiment des personnages qu'elle me vient. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Samedi de lire, spécial Salon du livre de Paris avec Amélie Boivin-Anfield. J'ai eu la chance de m'entretenir avec l'auteure Isabelle Nazar-Aga. Je lui ai demandé de m'expliquer ce qu'elle fait comme travail. Je suis paramédicale de formation initiale, mais en même temps, très jeune, j'ai commencé à faire de la thérapie comportementale et cognitive. Et ça m'a permis de comprendre qu'on pouvait avoir des outils extrêmement pratiques et efficaces pour aider les personnes qui, par exemple, ont de l'anxiété sociale ou de la timidité. Donc j'ai commencé à travailler sur toute forme d'anxiété, dont les phobies, phobie d'avion, phobie d'ascenseur, phobie du métro. Et puis au fur et à mesure de ma pratique, j'ai eu tellement de travail que j'ai dû choisir. Et en 2002, j'ai choisi de rester sur une spécialité qui est rare, qui est le groupe d'entraînement à l'affirmation de soi et l'estime de soi. Ce sont des petits groupes de 12 personnes pour des personnes anxieuses, pour demander, pour faire des refus, pour exprimer leurs griefs, pour même argumenter leurs opinions. Et puis, même se faire des amis pour les timides, par exemple, ils ont beaucoup de mal. Et puis, j'ai une autre spécialité qui m'est venue même avant d'écrire mon premier ouvrage, Les manipulateurs sont parmi nous, qui est d'aider les victimes de manipulateurs. Et vous parlez beaucoup dans vos différents ouvrages de manipulateurs. Le dernier qui vient de sortir, Les parents manipulateurs. Oui, alors ça me poursuit. L'anecdote, c'est que normalement, après le premier ouvrage, Les manipulateurs sont parmi nous, je pensais avoir terminé avec ce thème, qui était un scoop en fait. C'était un thème qui n'existait pas. Il n'y avait aucun livre sur ce sujet.
Et je pensais que ça allait faire sa vie, point, et que je continuais mes occupations professionnelles. Et pas du tout. Ça, 9 ans ou 10 ans ou 15 ans, et là, 17 ans plus tard, d'abord, c'est toujours un best-seller, ça se vend extrêmement bien, mais j'en ai pris mon parti d'avoir une mission d'aide, je vous jure. Et finalement, même si c'est fatigant d'écouter, de comprendre la détresse des personnes, j'ai quand même l'idée que j'ai un pouvoir de les aider, et ça se fait. Voilà. Et donc, j'ai écrit Les parents manipulateurs, qui est un nouveau livre. C'est-à-dire que c'est pas une redite des 2 autres ouvrages sur le sujet. C'est un livre que j'adore. J'ai mis 2 ans et demi pour le faire, dans tous mes congés, tous mes temps libres, une centaine de témoins. Donc j'ai dû faire un énorme tri pour pouvoir agrémenter mes propos, ce que j'avais besoin de dire dans cet ouvrage, ce thème-là. Au départ, c'était sur la famille, et puis finalement, il y a eu tant de choses à dire sur les mères manipulatrices que je me suis dit, mais j'aurais à peine le temps de faire les pères. Donc j'ai fait les pères manipulateurs, et finalement, le livre serait trop gros pour la suite. Il y aura peut-être une suite, mais en tout cas, c'est-à-dire pour les belles-sœurs, les frères et sœurs, les enfants manipulateurs, ça, c'est un projet, peut-être dans 10 ans, mais pour l'instant, il faut que la population soit prête à entendre certaines choses. Et là, je pense qu'en 2014, effectivement, ils peuvent être prêts à entendre ce qui peut se passer quand on a des parents manipulateurs, ou un parent. Et ce que je trouve intéressant dans l'ouvrage, c'est que les gens qui ont fait des témoignages ont voulu conserver leur nom. Beaucoup d'entre eux ont voulu conserver leur nom parce qu'ils avaient envie, à mon avis, de transmettre également cet ouvrage à des membres de leur famille ou de leur entourage pour leur signifier, voilà, moi je n'ai pas pu trouver les mots pour t'expliquer le processus, mais quelqu'un l'a fait pour moi, et moi, mon nom, c'est Françoise. Et je garde mon nom, Françoise, dans le livre. Donc tu retrouveras ça, par exemple. Donc moi, je pense qu'il y a eu cette envie de pouvoir enfin dévoiler une réalité qui est souvent lorsque les portes de la maison sont fermées. Le manipulateur a très souvent un aura, un savoir-être qui est fictif, certes, mais qui est généralement apprécié des gens de l'extérieur. Et quand on est fils ou fille de manipulateur, on vit tout à fait autre chose dès que la porte est fermée. Est-ce que c'est souvent lié à la classe sociale? Alors en fait, ce n'est pas la classe sociale qui va rendre les gens manipulateurs, c'est que effectivement il y a quelque chose de spécifique. Ces manipulateurs-là se débrouillent pour toucher des classes sociales élevées, prestigieuses. Ils vont se débrouiller pour être cadres, gestionnaires donc, directeurs, ou monter leur entreprise, ou ministres. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas des manipulateurs garder l'idée qu'ils vont toute leur vie être boulangers. Sûrement pas. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Samedi de lire, spécial Salon du livre de Paris avec Amélie Boivin-Anfield. J'ai demandé à l'auteur Denis Martin-Chabot de m'expliquer c'est quoi le journal de Dominique Blondin qui est son plus récent ouvrage. En fait, c'est un petit livre un peu coquin, publié aux éditions de l'Interdit. L'Interdit qui se spécialise dans les trucs un peu moins, comment je pourrais dire, généraliste. Alors c'est beaucoup plus, c'est un petit roman pas un petit roman, un petit recueil de nouvelles érotiques. Ça raconte l'histoire d'un journaliste qui découvre sa sexualité au travers de ses reportages, au travers de ses voyages dans le monde. Et c'est un livre qui est illustré par l'artiste Yvon Goulet. C'est un peu, j'ai fait ça pour m'amuser et finalement il y a un éditeur qui a pris ça au sérieux et puis on l'a publié. Est-ce que ça se rapproche du journaliste que vous êtes, ce recueil-là? Ben écoute, c'est sûr que là, les aventures de Dominique Blondin sont certainement plus intéressantes que celles qui ont pu m'arriver dans ma carrière. Mais ben c'est sûr, il y a les pays que je décris dans ces voyages, ce sont des pays que moi j'ai visités à des époques où je les ai visités aussi. Parce qu'il faut dire que ça commence dans les années 80-90. Et Dominique Blondin, à ce jour, il aurait mon âge. Il aurait dans la jeune cinquantaine. Et j'aimerais vous demander pourquoi avoir choisi en tant que journaliste de faire justement de la littérature érotique pour homosexuels?
Ben, en fait, ce n'était pas ce que j'ai écrit auparavant n'était pas érotique. C'était j'ai écrit une série de 4 romans qui s'appelle Les histoires du village, des chroniques qui racontent l'histoire d'hommes et de femmes gays dans le village à Montréal, le village gay. Cela dit, évidemment, moi, je pense qu'on est en 2014 et d'être gay, que je sache, ce n'est pas illégal. Alors oui, ça concerne la personne que je suis. J'ai écrit sur l'homosexualité parce que il y a pas grand-chose qui est écrit qui a des personnages gays. Bien que la quête des personnages gays, c'est la même que la quête des personnages hétéros. Après tout, les gens veulent être heureux. Ils cherchent l'amour, le bonheur, la santé. Ils ont les mêmes craintes, les mêmes appréhensions, les mêmes ambitions. Alors, j'ai commencé par ça. Ce petit recueil-là, c'était vraiment pour m'amuser. Rien de plus. Et comme j'ai dit à mon éditrice, il y en a un, il n'y en aura pas un deuxième. Non. Parce qu'il faut savoir s'amuser. Mais bon, j'aime écrire des choses un peu plus sérieuses que ça dans la vie. En ce moment, on est en France, à Paris. On a entendu parler dans les derniers mois, on parlait du mariage homosexuel. Ça a fait beaucoup de vagues ici. Est-ce que, en tant qu'auteur, vous voyez une différence dans les salons du livre, contrairement au Québec? Ben, je trouve qu'en général, la société française est beaucoup plus conservatrice, beaucoup moins ouverte que nous le sommes au Québec. Tout ce qui touche à la sexualité, je pense que beaucoup de gens viennent ici, vont voir mon livre, ne vont probablement pas l'acheter parce qu'ils ne veulent pas être vus en train d'acheter un livre qui parle d'homosexualité. Ils vont plutôt le commander en ligne ou se cacher. Je pense que je me trompe pas. Beaucoup de mes amis, de mes amis auteurs ici n'ont pas la même ouverture que nous on a au Québec. Et je pense qu'aussi tout ce débat sur le mariage gay en France qui a vraiment dépassé les bornes à plusieurs égards. Il y a eu beaucoup d'intolérance, beaucoup de paroles très violentes qui ont été, et même de la violence. Je pense que ça refroidit beaucoup les ardeurs des gens. Comparativement à nous, je pense qu'à Montréal, au Québec, on est pas mal plus ouvert là-dessus qu'on peut l'être ici. La série sur le village, elle est disponible ici chez un éditeur français. Elle l'était. Maintenant, elle a été reprise par les éditions Dédicace, qui est une très petite maison d'édition du Québec qui fait l'impression à la demande. Parce que la maison d'édition ici en France était aussi une petite maison d'édition qui ne diffusait pas au Québec. C'était un peu difficile pour moi d'avoir mes livres disponibles quand les gens le demandaient. Alors, l'avantage de Dédicace, c'est qu'il fait à la demande et il diffuse partout dans le monde. Alors, c'est une petite maison d'édition là, qui se débat pour se faire connaître. Et j'ai bien aimé le travail qui a été fait. Les couvertures des livres sont superbes. Et maintenant qu'on habite partout dans le monde, on peut commander discrètement, sans qu'on se fasse prendre par qui que ce soit, et on peut recevoir le livre, soit par version électronique ou version papier. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Samedi de lire, spécial Salon du livre de Paris avec Amélie Boivin-Anfield. Je me suis entretenue avec l'auteur Alain Roy et j'ai demandé comment l'idée d'écrire un livre sur les drogues pour les jeunes lui est venue. Disons que moi, ça fait pas mal longtemps que je m'intéresse à la question. Je m'intéressais à la question depuis l'âge de 15 ans. C'était à cette époque-là l'année de l'exposition universitaire. Et j'avais vu des jeunes, à cette époque-là, j'étais là à l'expo, puis j'avais vu des jeunes fumer une drôle de cigarette, puis ça m'avait intrigué. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai demandé à ma mère ce que c'était. Elle m'a dit, Alain, je pense que c'est de la marijuana. Il faut faire très, très attention parce qu'il y a des jeunes qui en ont fumé et qui se sont jetés en bas d'un 10e étage, croyant pouvoir voler. Alors, ouais. Et puis quand je suis arrivé à l'école le lendemain, j'ai demandé au prof, il m'a dit, c'est pas tout à fait ça, Alain. Il dit, je te suggérerais la lecture de Baudelaire, Les paradis artificiels. Alors, en lisant ça, j'ai eu un coup de cœur, puis je me suis dit, ouais, je pense que ça va être un phénomène qui va se développer beaucoup dans notre société. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à la question, j'ai voyagé, puis après ça, j'ai fait ma maîtrise en sociologie. Puis après ça, j'ai fait des centres de réadaptation, j'ai travaillé dans le CLSC, j'ai enseigné, et à la suite de ça, j'ai parti à mon compte. Je fais particulièrement de la formation sur mesure auprès des gens qui travaillent dans le domaine ou dans des secteurs connexes. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cet ouvrage-là? Cet ouvrage-là s'adresse, je dirais, particulièrement aux jeunes de 11 à 15 ans qui veulent connaître les drogues, qui veulent savoir comment aborder ça. Et ça s'adresse aussi en même temps aux éducateurs, c'est-à-dire les professeurs, les intervenants, les parents qui veulent faire une éducation sur les drogues auprès des enfants, comme on en fait normalement par rapport à l'alimentation, qu'on peut en faire aussi à la sexualité. Alors, il y a une façon d'aborder, puis d'en parler. Alors, c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre-là. Alors, ce sera un bel outil que les enseignants pourraient utiliser en classe pour parler des drogues aux élèves.
Oui, puis il est même construit comme un programme. Alors, il est facile à adapter. J'ai même fait un petit cahier d'exercice avec ça pour ceux qui voudraient voir effectivement s'ils ont fait des progrès. Alors, il y a ça, oui, c'est vraiment, ça commence vraiment au début. Alors, ça parle des 5 drogues les plus consommées. Alors, qui sont la nicotine, que sont l'alcool, que sont le THC du cannabis, les médicaments psychoactifs du type Ritalin et le THC du cannabis. Ça, ce sont les 5 drogues les plus consommées chez les jeunes et aussi chez les adultes. Et est-ce que vous constatez que les gens connaissent beaucoup sur les drogues? Je dirais que malheureusement, les jeunes ne connaissent à peu près rien. Les gens sont victimes de désinformation. Et d'ailleurs, je pose ces questions-là. Je pose la question toute simple, qu'est-ce qu'une drogue? Je la pose depuis, 40 ans, 35 ans. Et c'est à peu près toujours le même résultat. 95% des jeunes ne sont pas capables de répondre à cette simple question-là. Alors, quand on ne connaît pas la réponse à la question, c'est sûr qu'on ne peut pas aller très, très loin au niveau des connaissances. On n'est pas rendu loin, en fait. Puis, il y a plein de préjugés, plein de fausses notions, plein de drames autour de ça. On a toujours une vision négative, dramatisante, sensationnaliste des drogues. Alors, ça nous a empêché d'avoir une vision objective et rigoureuse. Et c'est pas parce qu'on en a consommé qu'on connaît les drogues. Non, ça c'est pas un critère. C'est sûr que si vous avez été héroïnomane, vous avez une expérience de l'héroïne, mais ça ne fait pas de vous un connaisseur, parce que derrière ça, il y a des connaissances à avoir beaucoup plus que l'expérimentation. Ça fait pas de soi un connaisseur. Ben non. C'est déjà tout pour l'émission Samedi de lire spécial Salon du livre de Paris. Pour avoir les entrevues complètes des auteurs que j'ai rencontrés, pour connaître leur coup de cœur littéraire de la dernière année, également pour connaître ce qui se trouve en ce moment sur leur table de chevet, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site internet www.samedidelire.com et vous aurez tous les détails. Également, vous pouvez suivre les détails de l'émission sur le compte Facebook et le compte Twitter de l'émission. Je te souhaite de passer une excellente semaine. Merci d'avoir été là et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Samedi de lire.